Bonjour à tous, mon nom est Carla Benjivengo. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Le titre de l'émission dit « On est dans son bureau ». Monsieur Stéphane Boyer, maire de Laval, bonjour. Bonjour Carla. Merci d'être là aujourd'hui. Toujours un plaisir. On a une belle émission, là. On va frôler les thèmes en fait de l'environnement. On va aller aussi parler de l'habitation. On va parler aussi des fonds que vous essayez de récupérer suite à la corruption qui avait eu lieu dans les travaux publics. Donc, une émission assez complète. Puis on va terminer en parlant des activités qui vont se passer cet été à Laval. Donc, on commence dans le vif du sujet. Donc, il y a plusieurs belles annonces qui ont eu lieu récemment par rapport à la Société des transports de Laval. Donc, le lendemain qu'il y a un avertissement de smog, les autobus sont à 1 $ pour tous les citoyens. Oui, on a eu malheureusement des grands feux de forêt au Québec. Ça a emmené des épisodes de smog. Et depuis déjà plusieurs années à Laval, lorsqu'il y a du smog, on fait une opération spéciale où on charge seulement 1 $ pour prendre l'autobus. Ça l'a permis au fil des dernières années d'encourager près de 75 000 personnes à prendre l'autobus. C'est sur 15 ans, hein? Ça fait 15 ans? Oui, exactement. Ça fait une quinzaine d'années que c'est en place. Donc, 1 à 2 fois par année, on déclenche l'alerte smog. Malheureusement, cette année, ça fait déjà 2 fois en 2 semaines à cause des incendies de forêt. Donc, l'objectif, c'est qu'évidemment, quand il y a du smog dans l'air, la qualité de l'air, elle n'est pas bonne. C'est pas bon pour notre santé. Donc, on veut encourager les gens à prendre l'autobus parce que s'il y a moins de voitures sur la route, ça l'aide à améliorer la qualité de l'air. Évidemment, ça ne change pas le monde non plus, mais c'est en moyenne 3000 voitures de moins sur nos routes les journées où il y a du smog. Et on espère aussi pouvoir encourager les gens à essayer nos réseaux d'autobus, puis peut-être les convaincre de devenir des clients de la Société de transport commun de Laval. Et à chaque fois, c'est toujours un beau succès là, avec 3000 personnes qui participent à chaque jour. Et qu'est-ce que Laval veut aller chercher avec une mesure innovante comme celle-là? Est-ce que votre but, c'est, vous venez de le dire, mais est-ce que vous croyez vraiment pouvoir changer les habitudes des citoyens en réduisant le tarif pour utiliser le transport en commun? Nos objectifs, c'est sûr que s'il y a une plus grande part des personnes qui utilisent le transport en commun, c'est moins de gaz à effet de serre, donc c'est bon pour l'environnement, ça on le sait. Mais ça enlève aussi des voitures de sur nos routes, donc un peu moins de trafic pour tout le monde. Mm-hmm. Et au niveau de la qualité de l'air, ça a un impact aussi sur la qualité respiratoire, notre santé. Donc, on sait que le transport en commun, ça a plein de bénéfices pour tout le monde, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, le transport en commun. Donc, on souhaite l'encourager. Et c'est dur pour nous d'évaluer sur les 3000 personnes supplémentaires qui prennent l'autobus en journée de smog, combien vont par la suite décider de reprendre l'autobus plus tard. Ça, on ne le sait pas. On a espoir que ce soit le plus grand pourcentage possible. Mm-hmm. Mais déjà là, en soi, d'enlever 3000 voitures sur la route, c'est déjà un beau succès. Donc, c'est de faire la promotion des bonnes habitudes de vie pour la collectivité. Quand on sait surtout que 69 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire à Laval sont causées par le transport. C'est ça. Donc, à Laval, puis je pense qu'on en a déjà parlé dans une émission précédente, mais Laval, c'est presque 70 % de nos gaz à effet de serre qui viennent des déplacements en véhicule. Donc, dans certaines autres provinces ou dans certaines autres villes, c'est la création d'énergie avec du charbon. Ça va être une grande usine qui est polluante, une papetière, une cimenterie. Mais chez nous, à Laval, nos industries sont relativement propres. Donc, ce n'est pas des entreprises qui sont polluantes. On a l'énergie verte d'Hydro-Québec. Donc, notre grand défi chez nous à Laval pour réduire les gaz à effet de serre, c'est d'avoir plus d'options pour se déplacer que uniquement la voiture. Donc, avoir un transport en commun qui est plus accessible, plus rapide, plus facile à prendre, de pouvoir encourager les commerces de proximité. Si proche de chez nous, on réussit à ce qu'il y ait plus de pharmacies, d'épiceries, un café, un restaurant, puis ça nous évite de se déplacer dans un autre quartier, ça réduit le besoin de se déplacer sur des longues distances. Donc, c'est comme ça que chez nous, à Laval, on adresse l'enjeu des gaz à effet de serre. Puis on voit aussi que Laval n'est plus nécessairement une ville dortoir. Tu sais, je veux dire, les gens qui habitent à Laval vont plus nécessairement à Montréal travailler. Il y en a qui travaillent à Laval, puis la plupart, en tout cas, vont prendre leur voiture ou vont... Oui, en effet, autrefois, on disait que Laval était une ville dortoir, puis c'est vrai qu'une majorité de Lavallois travaillaient à Montréal. Mais depuis environ 3 ans, on voit que tout ça a changé.
c'est rendu qu'il y a plus de Lavalloises qui se déplacent vers Laval que vers Montréal. Donc, de plus en plus, les gens qui habitent Laval travaillent à Laval, veulent se divertir à Laval, veulent étudier à Laval. Donc, c'est une ville complète, là. Oui, ça, c'est positif. Parce que oui. ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de se taper le trafic pendant 1 heure pour aller au centre-ville de Montréal. Ça fait aussi une ville qui est plus diversifiée, où on est capable de combler tous nos besoins à proximité de chez nous. Donc, c'est très, très, très positif. Ça fait aussi que c'est ça. L'image qu'on a que Laval est une ville dortoir, elle n'est plus vraie. De plus en plus, Laval est une ville en soi, avec tous les services nécessaires qui sont chez nous. Et les gens peuvent toujours critiquer, on le sait, mais en même temps, qu'est-ce qu'on ferait, nous, pour enlever le smog puis améliorer la qualité de l'air? Je veux dire, j'en ai parlé dans un souper de famille. Personne n'avait vraiment d'idées. Fait qu'à un moment donné, on peut critiquer les idées, mais toute idée est bonne, puis surtout quand ça vient rajouter de l'argent dans les poches des citoyens et qui peuvent essayer quelque chose qui pourra, à long terme, aider l'environnement. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, puis on invite les gens à participer. Toujours concernant le transport collectif, maintenant, ça va être possible de payer Interac. Oui. Donc, on pouvait déjà payer avec une carte de crédit, mais pourquoi que c'était important pour vous d'instaurer le paiement Interac également? Pour nous, l'objectif, c'est de simplifier la vie des citoyens. Autrefois, pour prendre l'autobus, on devait aller soit dans un terminus ou à la pharmacie acheter des billets ou une passe d'autobus. Même chose lorsqu'on n'avait plus de billets ou que la carte était épuisée, on devait aller la recharger au métro ou dans une gare de train ou des choses comme ça. Puis dans l'objectif justement de simplifier la vie des gens, d'encourager le transport en commun, on est venu instaurer en 2017 le paiement par carte de crédit sans contact, là, le PayPass. On était la première ville au Canada à offrir ça pour nos transports en commun. Ça a été un immense succès. L'année dernière, c'est 340 000 transactions, billets achetés comme ça par carte de crédit sans contact. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher des billets. On peut juste aller où on n'a plus besoin d'avoir le change exact. On peut juste aller au coin de la rue avec une carte payée comme ça. Donc, fort de ce succès avec les cartes de crédit, on a décidé de le déployer aussi aux cartes Interact, aux cartes bancaires qui n'est pas du crédit. On est les premiers au Québec. Les premiers au Québec. On est certain que ça va faire des petits puis qu'on va inspirer d'autres villes. Puis c'est important aussi parce qu'on a beaucoup d'adolescents qui prennent le transport en commun, qui n'ont pas encore de voiture. Donc, pour eux, c'est pas forcément légal d'avoir une carte de crédit. Donc, avec la carte Interac, ça, tout le monde peut avoir un compte de banque. Donc, avec la carte Interac, ça vient faciliter pour tout le monde, mais aussi pour nos jeunes, l'utilisation du transport en commun. C'est bien. Et toujours, en fait, concernant, on reste sur le thème de l'environnement. On ne peut pas passer sous silence là, les feux de forêt qui ravagent le Québec. On a eu ce printemps des pluies torrentielles, le verglas et tout ça. Comment les municipalités peuvent se préparer face à des changements comme ça, face à des événements comme ça qui vont arriver malheureusement de plus en plus souvent? Non, on a longtemps parlé du risque des changements climatiques. Ouais. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont exister? Comment ça va affecter le monde? On est rendu dans les changements climatiques. Maintenant, c'est vrai, c'est une réalité. L'automne dernier, en septembre, on avait eu des pluies torrentielles qui avaient causé des inondations à Montréal, sur la Rive-Sud également. On a eu des inondations records à Laval en 2017-2019 à cause de la crue des rivières, de la fonte des neiges. On a eu du verglas cette année et là, les feux de forêt. Donc, les changements climatiques, c'est rendu une réalité. À Laval, c'est aussi l'érosion des berges, notamment à Saint-François, où le boulevard des Mille-Îles s'érode. La roche, la pierre s'écoule vers la rivière et on doit constamment refaire le boulevard. D'ailleurs, si les gens qui habitent dans l'Est ont probablement vécu certains épisodes où on a dû fermer l'accès. Donc, c'est rendu une réalité. Donc, les villes, on doit s'adapter. Ça passe par plein de moyens. Ça dépend des risques. Donc, si c'est pour les inondations, on doit, dans certains cas, faire des barrages, rehausser des rues, changer la canalisation, parce que des fois, l'eau va passer par les réseaux d'égouts, puis ensuite inonder la rue ou les sous-sols. Donc, c'est des gros investissements qu'on doit faire dans nos infrastructures souterraines et près des berges. Pour les feux de forêt, évidemment, ça nous concerne peut-être un petit peu moins, mais les villes qui sont affectées, une des techniques là, qu'on a vu se déployer, ils vont créer des tranchées
pour essayer de stopper le feu. Donc, l'idée, c'est d'avoir une zone tampon où il n'y aurait pas d'arbres qui pourraient propager le feu. Donc, à chaque enjeu, des solutions qui sont différentes, mais qui vont nécessiter pour les villes des gros investissements pour les prochaines années. Toujours sur le thème de l'environnement, le ministre fédéral Steven Guilbeault a annoncé récemment un investissement visant la protection d'espèces en péril au Québec. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Ben oui, on a accueilli le ministre fédéral de l'Environnement, en effet, M. Guilbeault. Vous savez, on avait discuté de cette volonté de protéger le plus possible la rivière des Mille-Îles puis en faire un grand parc urbain, un grand refuge où on pourrait à la fois protéger la biodiversité parce qu'il y a presque le 2/3 des espèces vertébrées, là, donc des poissons, des mammifères, des oiseaux qui existent au Québec qui sont représentés sur la rivière des Mille-Îles. Donc, c'est un écosystème très diversifié, beaucoup de biodiversité. Donc, on souhaite le protéger. Puis, on veut donner un meilleur accès aussi aux citoyens. On veut, par exemple, il y a un projet de navette électrique, de bateau électrique qui s'en vient, qui va relier Laval aux villes de la Rive-Nord. Donc, on va pouvoir aller venir à vélo sur une berge à Sainte-Rose, par exemple, prendre la navette, aller manger une crème glacée à Saint-Eustache, puis se promener comme ça de part et d'autre de Laval puis de la Rive-Nord. Ça va nous permettre de mieux profiter de notre rivière. Et donc, dans ce souci-là de meilleure protection, le ministre est venu annoncer un investissement de 400 000 $ pour faire des projets pour protéger les espèces qui sont plus à risque. On a certaines espèces de poissons, de plantes ou même de tortues qui sont vulnérables. Donc, avec Éconature, qui est le partenaire, Éconature va faire des aménagements spéciaux pour venir protéger certaines espèces. Donc, ça va nous aider à protéger ce beau bijou qu'est la rivière des Mille-Îles. L'environnement, c'est vraiment le sujet de l'heure. On n'a pas le choix, là, je veux dire, on le voit, les effets. T'sais, les gens, comme vous disiez, avant, on en parlait, mais c'était pas du concret pour eux parce qu'ils ne le voyaient pas sous leurs yeux. Maintenant qu'on le voit sous nos yeux, qu'on voit les conséquences, que ce soit par rapport à la biodiversité ou au changement climatique, la qualité de l'air, est-ce que vous pensez que les citoyens ont eu pardonnez l'anglicisme, un wake-up call par rapport aux derniers événements des dernières années? Ben, je pense que, c'est sûr, l'actualité, elle va vite, hein? Puis des fois, on oublie rapidement ce qui s'est passé, mais quand on regarde, là, feu de forêt, verglas, inondations, pluie diluvienne, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, il y a eu des tornades à Gatineau, des tornades à Mascouche. Force est de constater qu'on est dans les changements climatiques. Puis, c'est rendu ça la nouvelle réalité. C'est pas la fin du monde. Non. Ça veut juste dire que maintenant, on doit adapter nos façons de faire, qu'on doit se préparer, qu'on doit faire des investissements qu'on n'a peut-être pas pensé faire là, 10, 20 ou 30 ans, mais c'est rendu la nouvelle réalité définitivement. Est-ce que, puis là, ça relate de la boule de cristal, si on peut dire, là, mais est-ce que selon vous, on aurait pu faire mieux avant? Est-ce qu'on est trop tard? Est-ce qu'il y a encore une chance de se rattraper? Moi, je suis un éternel optimiste, okay. Donc pour moi, il n'est pas trop tard, il y a toujours moyen de s'adapter. C'est sûr que plus on attend, par contre, plus ça va coûter cher et plus ça va être dispendieux. Souvent, les coûts de construction augmentent beaucoup plus vite que l'inflation, donc ne serait-ce que dans les investissements en infrastructure, chaque année qui passe fait en sorte que ça va nous coûter de plus en plus cher à construire les choses. Je vous donne un exemple, le pont Champlain, on l'a construit dans les années 60 pour 35 millions de $. Quand on a annoncé sa reconstruction en 2015, si les coûts de construction avaient juste suivi l'inflation régulière, c'est 200 millions que ça aurait coûté. Pourtant, la vraie facture, c'est 2,15 milliards. Donc, 10 fois plus cher, même en incluant l'inflation. Donc ça fait prendre conscience de l'impact. La construction de grandes lignes de métro avec des dizaines de stations, des stades olympiques, des choses qu'on a connues au Québec dans les années 60, les grands chantiers, c'est rendu tellement plus coûteux aujourd'hui. Comme tout, en fait, par exemple. Comme tout, mais je vous dirais c'est que la construction augmente plus vite que n'importe quoi d'autre. Plus vite que la pinte de lait à l'épicerie. OK. Donc, on a intérêt à réagir rapidement pour que ça coûte le moins cher possible. Oui, puis il va falloir qu'on soit créatif, qu'on soit innovant, qu'on apprenne à faire différemment les choses. Oui. Au lieu d'être ancré dans nous, notre routine, puis ça revient un peu à ramener le collectif
avant l'individualisme. Mais ça, est-ce que les gens voient assez là, l'importance de se pencher sur une cause comme l'environnement? Est-ce que c'est assez dans la face des gens pour qu'ils je pense changent leurs habitudes? On n'a pas le choix. Puis comme élu, je crois que c'est notre rôle, justement, de s'assurer de la sécurité de la population, parce que c'est ça aussi, tu sais, des fois, on pourrait dire « Ouais, moi, l'environnement, ça me dérange pas », mais ça devient aussi un enjeu de sécurité, là. Quand on doit évacuer une ville parce qu'il y a des ou un quartier, parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des feux de forêt, quand la moitié d'Aval perd son électricité à cause du verglas, c'est rendu des enjeux de sécurité publique. Ou des enjeux même de santé avec la qualité de l'air. Donc, ça touche tout le monde, qu'on le veuille ou non. Donc, tant qu'à moi, ça fait partie de notre rôle d'élu, justement, de l'anticiper, de le prévoir, puis de se préparer et de préparer la ville, justement, à être plus résiliente pour la qualité de vie de nos citoyens. Parce qu'on l'a vu avec la pandémie, c'est que les gens n'aiment pas se faire imposer des mesures, comme par exemple le port du masque. Mais ce qui arrive, c'est que si un jour l'air est plus respirable, ce ne sera plus le premier ministre qui va nous dire de porter un masque. Ça va être on doit porter un masque pour survivre. Fait que si on ne veut pas se rendre à des mesures drastiques, c'est notre défi, en effet. Il faut éviter les mesures drastiques qui ont un impact radical sur la vie des gens. Donc, d'où l'importance d'être imaginatif dans la manière de s'adapter. D'où l'importance aussi d'expliquer pourquoi on prend des décisions. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut imposer les choses aux citoyens. Bien, vous ne feriez pas aimer, même si vous voudriez le mieux pour la ville. Les gens n'aiment pas ça. Il faut que les gens ils comprennent pourquoi on prend les décisions, puis qu'on démontre aussi pourquoi est-ce que c'est ça qui est la meilleure chose pour les individus puis pour la collectivité. Excellent. On a fait un peu le tour sur ce qu'on avait à dire sur l'environnement aujourd'hui. Les réponses, moi, je trouve, sont quand même satisfaisantes. On s'en va dans le bon chemin. Donc, on invite les gens, encore une fois, à mettre la main à la pâte pour sauver notre belle planète ville. Maintenant, sous un tout autre registre, la Ville de Laval a annoncé une nouvelle étape dans sa lutte pour récupérer les fonds qui avaient été pris à la population là, suite à la corruption en contrat public. Vous avez annoncé la récupération de 3,8 millions de dollars dans le cadre d'un litige justement en construction et impliquant Tony Accurso. Parlez-nous un petit peu du travail qui a été fait. Oui, donc suite à la commission Charbonneau et toute la corruption qu'il y avait au Québec dans certaines municipalités, dont Laval à l'époque, on se rappellera, c'était dans les années 2011, 12, 13, là, que tout ça a été dévoilé au grand jour puis qu'il y a eu la commission publique. Donc, ça fait déjà 10 ans. Le temps passe vite. Suite à ça, M. Demers avait mis en place une équipe spécialisée à la ville d'avocats et d'enquêteurs pour essayer de retracer les individus et les entreprises qui avaient participé à la collusion, à la corruption à Laval. L'idée, c'était de poursuivre les individus et les entreprises pour récupérer l'argent qui avait été volé aux citoyens. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'on fait depuis plusieurs années. Et cette équipe-là a poursuivi au fil du temps plusieurs individus. Et un des joueurs importants dans la corruption était M. Accurso et ses entreprises. Donc, on est allé récupérer tout récemment 3,8 millions supplémentaires. Il faut comprendre qu'il y avait eu d'autres poursuites sur plusieurs dossiers qui touchaient Tony Accurso et ses entreprises. C'est au total 12 millions qu'on a récupérés pour ce qui est du groupe Accurso. Mais au total, on est rendu à 60 millions d'argent à récupérer. Donc ça, c'est majeur. Surtout qu'à l'époque, en 2013-2014, il y avait eu un grand changement politique. M. Varencourt a été accusé, est allé en prison. Il y a eu un changement dans les administrations municipales au Québec. Donc en 2013, c'est M. Demers qui était devenu maire à Laval, M. Coder à Montréal. Mais à l'époque, beaucoup d'élus municipaux ont pris acte de la commission Charbonneau, puis on dit, bon, on va tourner la page, on passe à autre chose. De toute façon, on ne va jamais revoir la couleur de cet argent-là. À Laval, on a pris le pari de dire non. Il y a eu de l'argent volé aux citoyens, on va agir, on ne va pas juste tourner la page, il faut que cet argent-là soit récupéré. À l'époque, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Ils disaient, il y a juste les avocats qui vont se faire de l'argent là-dedans, puis vous ne reverrez jamais la couleur de votre argent. Force est de constater que, 10 ans plus tard, que c'était le bon choix à prendre, qu'on a pu récupérer des sommes substantielles pour les citoyens et que c'est vraiment la bonne décision. À ma connaissance, il n'y a aucune autre ville au Québec qui a récupéré autant d'argent que ça.
Et cet argent-là, bien évidemment, il est redistribué aux citoyens sous forme de services. Donc, ça nous permet, quand on agrandit, qu'on rénove un centre communautaire ou une piscine ou des infrastructures sportives ou qu'on finance le transport en commun, bien, on utilise en partie de l'argent qui a été récupéré au fil des années. Un autre sujet qui a retenu l'attention récemment, c'est l'enjeu de l'habitation, en fait. Plusieurs acteurs du milieu de l'habitation et les villes ont demandé au gouvernement d'en faire davantage. Parmi les signataires, Bruno Marchand, Catherine Fournier, des organismes comme Centraide, Conseil du patronat du Québec. Quelles sont les attentes en matière de logement des municipalités et des partenaires? Là? C'est quoi leurs attentes? Oui. Notre attente, c'est qu'il y ait un plan de match global puis clair à suivre pour freiner la croissance des loyers puis des hypothèques puis du coût de se loger. L'habitation, c'est la plus grosse dépense qu'une famille a à assumer. Ouais. Si on est chanceux, on est déjà propriétaire puis notre hypothèque, elle est déjà payée. Mais si on n'est pas chanceux, on a renouvelé récemment notre hypothèque avec des taux qui vont à 5-6 % d'intérêt, 7. Donc, c'est dans certains cas plusieurs centaines de dollars de plus par mois à payer. Les loyers sont en forte augmentation également. Donc, c'est vraiment la qualité de vie des familles et des gens qui sont affectés en ce moment. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir une stratégie qui est claire à suivre pour minimiser la hausse des loyers ou des hypothèques à payer. Puis, pourquoi est-ce qu'on demande ça au gouvernement du Québec? Parce que c'est le gouvernement du Québec qui est dans la meilleure position pour le faire. C'est lui qui adopte les lois. L'habitation, c'est une de ses juridictions. Et c'est aussi au niveau du gouvernement du Québec qu'il y a la plus forte croissance des revenus. Donc, c'est le palier de gouvernement qui est dans la meilleure position pour agir. C'est aussi le palier de gouvernement qui a, entre autres, un mot à dire au niveau des programmes de formation pour la main-d'œuvre au niveau des chantiers de construction. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'habitation? Bien, c'est un problème qui est complexe parce que ce qui explique le coût élevé de la construction d'une maison ou d'un logement, c'est plein de choses. C'est le prix du terrain, c'est le prix du financement, donc les taux d'intérêt, c'est le coût des matériaux de construction, c'est les pénuries de main-d'œuvre, c'est les modèles d'affaires aussi entre une entreprise privée qui possède un logement ou un OBNL ou une coop. L'OBNL et la coop, comme elle n'a pas de profit à chaque année qu'elle va s'en tirer, fait en sorte que les loyers deviennent de plus en plus abordables dans le temps. Donc, il y a plein de facteurs qui jouent. Puis si on veut avoir un impact pour de vrai sur le prix, on ne peut pas juste régler une seule question. Il faut que les villes soient plus efficaces à émettre les permis de construction. C'est long d'avoir un permis de construction. Oui, ben en fait, ça fait partie des défis pour les gens qui construisent l'habitation, c'est de réussir à faire lever... Tu sais, la réglementation est de plus en plus complexe. Avec l'environnement aussi, il faut réglementer certaines choses. On ne peut pas laisser non plus n'importe qui construire n'importe où. Bien, l'environnement, mais je vous dirais aussi la beauté de nos quartiers et la qualité de vie. On ne veut pas avoir une tour de 30 étages à côté d'une maison unifamiliale. Ça ne fait pas de sens. Donc, quand la ville se construit, quand elle se redéveloppe, quand on construit un nouvel édifice, on veut s'assurer que cet édifice-là s'intègre bien au quartier. Parce qu'on veut des quartiers qui sont beaux, qui sont agréables, qu'on va aimer. On veut pas juste construire n'importe quoi. Ouais. On préfère une boîte en carton, puis ça ferait un logement pas cher, mais est-ce que c'est ça qu'on veut pour la famille qui va habiter dedans, puis est-ce que c'est ça qu'on veut pour le quartier qui va avoir à l'avoir à tous les jours? Non. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir des qualités élevées en matière de qualité des bâtiments, mais après ça, une fois qu'on a des critères élevés, il faut qu'on soit capable de rapidement délivrer les permis. Il ne faut pas que ça prenne 3 ans avant d'obtenir le permis parce que l'entrepreneur, lui, il va voir sa banque pour sécuriser un prêt. Il doit faire des soumissions à ses fournisseurs qui vont garantir les prix juste un certain temps. Donc, il faut que tout aille rondement pour que les projets avancent bien. Donc, bref, les villes, on doit être plus rapides, plus agiles à émettre les permis. Les gouvernements du Québec doivent s'assurer qu'il y a de la main-d'œuvre suffisante dans l'industrie, qu'on encadre la spéculation sur les terrains. Il faut faire la promotion de certains modèles d'affaires qui sont peut-être plus désirables au niveau de l'habitation. Donc, c'est une brochette de solutions mises ensemble qui va faire en sorte qu'on va avoir réellement un impact positif pour les familles. Passons maintenant à un sujet léger pour la fin de l'émission. On va se laisser sur du positif, malgré que tout ça, c'est quand même positif. C'est des enjeux dont on doit discuter là, pour avancer dans le bon chemin.
Cet été à Laval, là, on vient de voir la Saint-Jean qui a été un incroyable succès à Laval. Quelles autres activités attendent les citoyens lavallois cet été? Oui, plusieurs activités estivales. On a évidemment les zones musicales qui reviennent. C'est un grand succès à chaque année. On se déplace, on va dans les quartiers, dans certains parcs ou certaines places publiques avec des musiciens, avec des chanteurs. Donc, il va y en avoir encore une fois plusieurs un petit peu partout à travers l'île. Il y a des festivals comme le Festival Mosaïque à la fin août également. Il y a des événements aussi qui ne sont pas organisés par la ville, qui sont organisés par des partenaires privés comme le Festival des bières au Centre de la nature. Donc, il y a plein d'activités comme ça. Je vous invite à aller voir le site de la ville de Laval, laval.ca, /dehors, comme pour aller dehors. OK. Donc, vous allez voir l'ensemble des activités. C'est plus de 350 artistes qu'on va accueillir sur notre territoire à travers l'été. Donc, l'été est là, il fait beau, on espère qu'il va faire chaud bientôt. Donc, moi, je vous invite à aller participer aux différents événements sur notre territoire, à venir profiter de nos quartiers, de nos beaux parcs, de nos artistes qui sont dans bien des cas des artistes lavallois, lavalloises. On veut une ville qui est en vie, qui bouge, qui est vivante, qui est animée. Donc, on met les bouchées doubles à ce niveau-là. Merci infiniment, M. Boyer, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle journée sur les ondes de TVRL Laval. Mon nom est Carla Benjivengo et on vous dit à la prochaine pour notre émission en direct du bureau du maire. Bon été! Bon été!